Tant que 100% des personnes qui peuvent l'acheter sont pas au courant qu'il existe, tu peux pas considérer que tu as atteint ta limite. Mais c'est en fait se dire, voilà, oui, quand on débute un truc, on le débute et c'est pas bien. Et c'est parce qu'on va le faire 100 fois, 200 fois, 2000 fois que ça va devenir bien. J'arrête le coaching, j'arrête tout. Et je me dis, là maintenant, je développe ça. On n'a pas forcément besoin de commencer par passer 5 ans à construire son audience avant de commencer à vendre des produits. On peut commencer par vendre des produits qui visent juste un tarif qui est suffisant pour qu'on puisse gagner sa vie avec, et ensuite aller chercher directement les clients qui pourraient être intéressés par l'offre, quoi. Je résume ce que tu m'as dit avant. Donc tu as plus de 100 femmes qui sont ambassadrices Kiffe ton cycle, et donc qui diffusent tes contenus et tes méthodes auprès de leur audience à elles. Je suis avec Gaëlle. Salut Gaëlle. Salut Antoine. Gaëlle, il y a un truc un peu particulier, c'est que tu fais partie de nos 2 premiers talents qu'on a accueillis dans La Forge. La Forge, c'est une boîte que j'ai créée avec mon associé Félix, qui a pour but de gérer des boîtes d'entrepreneurs talentueux, des infopreneurs, des gens sur qui on a envie de miser. Et on a eu envie de miser sur toi parce que tu as un parcours un peu particulier, tu es dans une thématique un peu particulière, tu viens d'un monde qui n'a rien à voir, tu as tout construit toute seule. Et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment t'en es arrivé là. Déjà, rapidement, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Gaëlle Baldassari et je suis la créatrice de Kiffe ton cycle. On parle pas de vélo, on parle de cycle menstruel, c'est pour ça qu'il y a un utérus derrière moi. Et mon but, c'est de faire en sorte que le bien-être menstruel devienne la norme dans notre société. Qu'on dise plus c'est normal de souffrir de son cycle, qu'on dise plus c'est une galère son cycle, mais qu'on considère le cycle comme un super pouvoir. C'est ça que je fais aujourd'hui. Ok. Concrètement, ça ressemble à quoi ? Tu fais des vidéos sur YouTube, tu as une communauté, qu'est-ce que tu vends ? Alors concrètement, il y a toute une partie gratuite, effectivement, avec un blog et puis les réseaux sociaux dans lesquels on essaye de mettre un max d'informations, parce qu'il y a un vrai déficit d'informations sur le sujet. Et puis ensuite, j'organise des événements qui s'appellent des sommets. Donc les sommets Kiffe ton cycle, on est déjà au 10e qui a été organisé. Et ça, ce sont des événements thématiques où à chaque fois, pendant une semaine, j'interviewe une vingtaine d'experts sur un thème. Et on présente leurs interviews pendant la semaine. C'est gratuit pendant le sommet et les personnes peuvent acheter des replays. Donc là, on a déjà la première source de revenus qui sont les replays des sommets qu'on peut organiser. Et puis ensuite, il y a des programmes en ligne. Alors les programmes en ligne, c'est quand on a une problématique avec son cycle ou qu'on veut mieux comprendre comment vivre bien avec son cycle. Donc là, on va prendre un programme en ligne qui va nous accompagner pas à pas sur 8 à 12 semaines pour améliorer la problématique ou améliorer le vécu avec son cycle. Et là, on a des programmes des premières règles, parce qu'on a un Kiffe tes premières règles, jusqu'à la préménopause. Et entre tout ça, on a les problématiques de douleurs de règles, de syndrome prémenstruel, de tout ce qui peut poser problème dans le cycle menstruel. Et puis, donc ça, ce sont les programmes en ligne. Et puis, le dernier niveau, je dirais, de la pyramide, c'est les ambassadrices Kiffe ton cycle. Aujourd'hui, on forme des ambassadrices qui, elles, font des ateliers en présentiel. Parce que moi, tout ce que je fais, finalement, c'est en ligne. Et elles, elles sont notre bras armé sur le terrain pour proposer des ateliers en présentiel et que les personnes puissent se retrouver. Elles vont dans des écoles, elles vont sur le terrain pour présenter le cycle menstruel et faire qu'on considère que c'est une bonne chose, quoi. Pour qu'on puisse se faire une idée à peu près de la taille de ce que tu as construit, en termes d'abonnés, en termes de chiffre d'affaires, tu es à peu près à combien ? Alors aujourd'hui, en abonnés, par exemple, sur Instagram, on a 35 000 personnes qui nous suivent à peu près. Sur TikTok, on est à presque 60 000. En termes de la liste aussi, ça peut être intéressant de le savoir, il y a à peu près 40 000 personnes sur notre liste. Sur votre liste email, sur notre liste email, voilà. Et aujourd'hui, on fait à peu près un chiffre d'affaires de 20 000 euros par mois, en moyenne. Est-ce que tu peux nous raconter d'où t'es parti et comment t'en es arrivé à faire ça ? Surtout que ça a l'air de bien tourner, de bien fonctionner, t'as l'air d'avoir vraiment trouvé ta voie. J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu ton histoire. Bon, alors moi, je m'éclate effectivement aujourd'hui, ça c'est sûr. Mon histoire, on va dire, si ça remonte déjà au collège, lycée, j'étais absolument passionnée de biologie, mais vraiment, j'adorais ça. Je voulais être prof de biologie, c'était mon truc qui me passionnait. Donc ça, c'est la première chose. Puis je sais pas pourquoi, ça a vrillé un moment et je suis partie dans la banque. Voilà, un peu par hasard. J'ai fait une carrière dans la banque. Je me suis bien amusée, parce qu'en fait, j'ai changé de poste tous les 2 ans et je me suis éclatée pendant une quinzaine d'années dans la banque. Au milieu de tout ça, j'ai quand même fait un petit tour du monde. Voilà, histoire de... Donc, entre 2 banques, en fait, j'ai voyagé pendant 1 an. Et puis, C'était quoi qui te motivait dans la banque ? Ce qui me motivait, c'était le lien avec les autres. Et en fait, ce qui me motive encore aujourd'hui, c'est de prendre une information complexe,
de la regarder dans sa complexité et d'être capable de la ressortir de façon facile aux clients ou après, quand je suis devenue manager, à mes collaborateurs, etc. Parce que ce que je voyais dans la banque, c'est bien souvent, par exemple, les collaborateurs, ils lisaient pas les contrats qu'ils faisaient signer aux clients. Ouais. Moi, j'ai toujours lu à fond tous les contrats pour être capable après de dire aux clients, voilà, c'est ça. Donc avec des mots ultra simplifier simples. la complexité, réexpliquer. Mais en restant juste. Ok, et c'est un peu ce que tu fais aujourd'hui en faisant une sorte de vulgarisation scientifique c'est ça. avec Yves Tancycle. C'est exactement ça. Et je pense qu'en fait, ça, c'est mon fil rouge. Okay. Et donc, je le faisais déjà dans la banque. Donc, l'humain, et puis l'impression de contribuer, parce qu'en fait, dans la banque, j'ai soutenu des projets qui se sont réalisés, j'ai pu aider des personnes à avancer. Et finalement, c'est ce qui me donne l'impression de contribuer. Quoi. Donc, tu es resté 15 ans dans la banque. Pendant 15 ans, ça se passait bien. Et à aucun moment, tu t'es dit, j'ai envie de faire autre chose ou j'ai envie d'être indépendante. Je me suis souvent dit, est-ce qu'il y a vraiment un sens à faire ce que je suis en train de faire ? C'est-à-dire qu'au quotidien, ça va, je passe du bon temps et tout, mais je ne voyais pas forcément le sens à long terme. Donc il y a eu souvent ce sens, cette question du sens, en fait, de me dire, en vrai, ce que je pense encore aujourd'hui, c'est que l'argent, c'est du bullshit. Si demain, on se met tous d'accord pour dire on n'est plus d'accord avec cet argent-là, il ne vaut plus rien. Et donc, j'avais la sensation d'avoir entre les mains et devant mes yeux au quotidien la vacuité de ce monde, en fait, tu vois. Il y avait peut-être un petit manque de sens, mais pour autant, j'étais quand même dans une banque qui cherchait à aller vers des projets éthiques et à soutenir des projets éthiques. Donc ça me portait quand même. Donc, en réalité, je ne me suis pas tant que ça posé de questions. J'ai fait effectivement un burn-out pendant que j'étais dans la banque. Mais moi, j'ai eu la particularité de continuer. Je n'ai pas arrêté à mon burn-out. Il y a plein de gens qui pensent que j'ai arrêté. Pas du tout. J'ai continué, après mon burn-out, et ça s'est super bien passé après. Et en fait, je me suis arrêtée au moment de la naissance de ma fille. Ok. Et qu'est-ce qui a déclenché ton burn-out ? Ce qui a déclenché mon burn-out, clairement, aujourd'hui, je dirais deux choses. Un, mon manager était assez dysfonctionnel, donc il me mettait beaucoup de pression. J'étais directrice d'une agence bancaire. C'était une agence innovante. Il n'y en avait pas d'autres qui fonctionnaient comme ça dans toute la France. Et en fait, j'avais un directeur qui ne voulait pas entendre parler d'agence innovante, donc c'était un peu le conflit permanent. Et en plus, moi, j'étais arrivée en zone d'incompétence. Et donc, je ne pouvais pas dire, dans cet endroit-là, je n'y arrive pas. Quand je le disais, quand tu dis « j'étais arrivée en zone d'incompétence », c'est-à-dire que tu as été promue jusqu'à atteindre un niveau où tu avais l'impression d'avoir un job qui était au-delà de ce que tu pouvais faire. Sur ce métier-là, il y avait clairement des choses que je ne maîtrisais pas. Après, je suis repartie responsable de l'animation commerciale et là, je maîtrisais. Mais sur ce métier-là, directrice, toute seule, j'aurais dû être plus accompagnée et je ne l'ai pas été, quoi. Et après, j'ai pas non plus... comme je me sentais incompétente, mais que je pensais qu'il fallait que ça se voit pas, j'ai pas non plus sollicité les bonnes choses. Enfin, tu vois, j'ai toute ma responsabilité là-dedans. J'ai l'impression que dans pas mal de boîtes, c'est un souci. C'est que les gens qui sont bons dans ce qu'ils font, on les promeut. Et en fait, on leur donne des responsabilités qui sont super différentes de ce qu'ils faisaient avant, de ce qu'ils faisaient quand ils étaient bons. Ils deviennent des managers, ils ont des choses qui sont complètement différentes. Et donc, parfois, c'est vrai que j'ai le sentiment que parfois, même s'ils ont un meilleur salaire et tout, ils sont moins épanouis parce qu'ils sont plus dans leur zone de génie, dans là où ils aimaient travailler, etc. Moi, j'étais clairement pas dans ma zone de génie. C'est ça que tu as ressenti, ouais. Il y avait la compétence, mais il y avait aussi le fait que une agence bancaire, ça doit être ouvert tous les matins à la même heure. C'est juste pas moi, quoi. Moi, je faisais partie de ces créatifs qui arrivaient à n'importe quelle heure, qui repartaient à n'importe quelle heure. Et d'un seul coup, j'arrive dans une boutique. Et la boutique, elle a des règles, etc. Et ça, c'était terrible pour moi, quoi. On peut être un créatif dans une agence bancaire ? Alors, oui, je pense, mais il ne faut pas être le directeur. Oui, je pense. En fait, je pense que tous les profils ont leur place. Ce qui serait génial, c'est qu'on puisse dire, OK, moi, je suis cette personne-là. Et tiens, t'es qui toi ? Et comment on peut faire tous ensemble pour faire tourner le truc, tu vois ? C'est dur d'admettre que tu as un job au-delà de tes qualifications. Enfin, j'ai l'impression que peu de gens le feraient. Toi, tu l'as admis tout de suite ou... Ah non, surtout pas. Surtout dans la banque, c'est un tabou énorme. Donc non, je l'ai pas admis. Je me souviens, mon papa était un ancien directeur d'agence bancaire et je me souviens d'appeler mon père en larmes en lui disant « mais j'y arriverai jamais !» Enfin, tu vois, donc non, je l'ai admis chez moi, en famille, de moi-même. Je l'ai pas du tout admis. Mais ça ne se disait pas. Enfin, il y a tellement de trucs qui ne se disaient pas. Moi après quand je suis passée à l'animation commerciale, j'ai justement essayé de faire tomber les tabous des choses qui se disaient pas pour que les commerciaux puissent me dire leur zone d'incompétence, mais c'est tellement dur. Est-ce que ce sentiment d'incompétence, c'est un truc que tu as continué à ressentir après quand tu es rentrée dans l'entrepreneuriat ou plus jamais ? Plus jamais, non, mais même plus jamais dans le poste suivant en réalité. Et puis parce qu'en revenant de burn-out, je me suis dit, mais quand je sais pas un truc, je le demande en fait. À quelle heure à quelle heure je suis censée avoir Tu vois, je croyais que je devais avoir un peu la connaissance. Non.
Donc tu fais ton burn-out, tu reprends, j'imagine, peut-être en t'organisant différemment, en essayant de ne pas en refaire un. Comment on fait quand on a fait un burn-out? Parce que j'en ai jamais fait, mais de ce que j'ai entendu, c'est très violent. Ouais, c'est violent, ouais. Et on n'a pas envie de le revivre. Non, et puis moi en plus mon médecin m'a dit, Gaëlle, chaque rechute de burn-out sera pire que la précédente, et je lui ai dit mais je peux pas survivre à quelque chose de pire que ce que j'ai vécu là. Parce que ouais, ça a été très violent. Moi j'ai été 1 mois sans sortir de chez moi. Si mon conjoint avait pas été là et avait pas travaillé à domicile, j'aurais été hospitalisée, hein, clairement. Donc non, ça a été très violent. Et puis après j'ai mis pas mal de mois à m'en remettre après ça. En fait, j'ai une psy absolument géniale, parce que mon médecin m'a dit « Ok, tu veux pas prendre d'antidépresseurs, mais du coup, je t'oblige à aller chez la psy. » Je dis « Bon, ok, ça me va. » Et j'ai une psy absolument géniale qui m'a dit « Il y a 2 possibilités. Soit vous démissionnez. Et à chaque fois, dans tous les nouveaux métiers que vous aurez, vous allez avoir peur de revivre la même chose. Soit vous dites que vous n'avez rien à perdre, vous repartez dans le même poste, dans les mêmes conditions, toutes choses égales par ailleurs, et moi, je vous montre qu'en travaillant ensemble, vous êtes capable, toutes choses égales par ailleurs, en ayant juste vous changé, que la situation peut changer. Et alors là, vous serez sûr qu'il n'y a aucune raison que ça se représente plus tard dans la vie. Je veux Banco. Et donc, c'était, je pense, le plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire, parce que grâce à ça, je suis revenue, toutes choses égales par ailleurs, même management dysfonctionnel, même problématique d'équipe, même tout ça, etc. Et ça s'est bien passé. Et qu'est-ce que tu as changé du coup? Eh bien, déjà, j'ai commencé par dire à mon manager que ça m'allait pas, ce qui se passait. Et puis par le challenger aussi, parce qu'en fait je me suis rendu compte que s'il ne m'accompagnait pas, c'est parce que lui-même était en zone d'incompétence et que lui-même ne voulant pas le reconnaître, il me faisait retomber dessus en cascade en me balayant du revers de la main comme si je devais savoir, tu vois. Mais là j'ai dit non, mais en fait moi j'assume maintenant que je sais pas, donc maintenant que j'assume que je sais pas, il va falloir que vous réalisiez qu'il va falloir m'accompagner, tu vois. Donc ça, j'ai arrêté de penser que mon job c'était le truc de ma vie et que je pouvais en mourir. Enfin, tu vois, à un moment c'était ma phrase préférée, c'est ok, personne n'est mort en fait, hein, donc voilà, ça va. Dédramatiser, communiquer. Ouais. Et puis après j'ai appris, je me suis formée à l'approche neurocognitive et comportementale avec Jacques Fradin qui a fait tout un travail sur le stress. Et en fait, j'ai compris qu'est-ce qu'était le stress et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et ça a été, pour moi, ça a été assez miraculeux, quoi. Donc, Est-ce que tu considères que tout ça, c'est aussi des épreuves qui t'ont amené vers ce que tu fais aujourd'hui ou qui ont un peu pavé la route? Clairement. Je pense que chaque étape de ma vie a pavé la route, mais tout ça m'a permis de rencontrer l'approche neurocognitive et comportementale, qui est une des choses que j'utilise le plus, finalement, dans ce que je fais maintenant. Donc, déjà. Et puis oui, se rendre compte qu'on peut faire des choix à tout niveau. Et le choix, c'est pas forcément de démissionner ou de s'extraire de la situation, c'est déjà, en fait, je change. Je change rien autour et tout peut changer. Ce truc, il est fondamental. Aujourd'hui, moi, c'est quasiment la façon dont je vis ma vie au quotidien, c'est ça, tu vois. Donc oui, ça a pavé les choses. À quel moment tu décides d'aussi changer ton environnement, de quitter la banque et de te lancer à ton compte? Alors, déjà, la première épiphanie, c'est au moment où ma fille naît. Donc, je ne sais pas que j'attends une petite fille. Et donc, je sais que j'attends un bébé. Et quelques minutes après sa naissance, une des personnes présentes dans la salle vient voir en disant « Ah, mais vous n'avez toujours pas regardé le sexe ?» Ben non, c'est vrai, bon. Ah, c'est une fille. Et là, je me suis retrouvée toute seule sur cette table-là. J'ai eu l'impression d'être seule, hein. Il y avait du monde autour, mais... Et de me dire « Mais j'ai fait quoi, là ? J'ai mis au monde une fille dans ce monde-là ?» Et là, je me suis pris une espèce de vague de mélange d'angoisse, d'inquiétude. Mais qu'est-ce que j'ai foutu, en fait ? Et ma seule solution pour m'en sortir à ce moment-là, ça a été de me dire « Ok, je vais agir. » Je vais agir. Et donc, pour moi, à ce moment-là, la promesse que je me fais, c'est j'ai jusqu'à ces 18 ans, parce que moi, je suis partie de la maison à 18 ans, j'ai jusqu'à ces 18 ans pour que le monde soit plus agréable pour les femmes. Pour toi, c'était quoi les principales choses qui n'allaient pas pour elle? La sensation d'insécurité. Tu vois, quand je me balade dans la rue à Paris, à cette époque-là, je me fais régulièrement M-dame, machin, tu vois, cette sensation un petit peu diffuse. Je me suis pas fait vraiment agresser et tout, mais une sensation diffuse un peu d'insécurité. L'impression aussi qu'en cas de conflit ou de situation qui se dégrade au niveau politique, c'est les femmes qui en pâtissent tout de suite. Tu vois, et on le voit quand même pas mal en ce moment. Et ces trucs-là m'arrivent un peu comme des bouffées de... Tu vois. Et puis, c'est surtout ça. À ce moment-là, c'est surtout ça. Et puis ensuite, dans le monde professionnel aussi, se dire, mais il faut se battre 10 fois plus, quoi, pour arriver sur le même salaire, que personne ne dise, mais t'es incompétente. Enfin, tu vois, par exemple, dire, je suis incompétente pour une femme, tout de suite, c'est, ah, tu vois, il y a un truc...
Voilà, donc pour moi, c'est ce gloubi-boulga-là qui se met à ce moment-là, bon, baigné d'hormones et assez... mais voilà, mon seul moyen de survie à ce moment-là, c'est de me dire, ok, mais il faut que j'agisse. Donc ça, c'est le premier niveau, on va dire. Moi, j'avais décidé à ce moment-là de prendre le maximum de temps avec ma fille en congé parental. J'avais suffisamment bossé, suffisamment donné pour m'offrir ça. Donc du coup, je savais que j'aurais 3 ans devant moi en congé parental pour m'occuper de ma fille. Et en fait, je suis un peu une hyperactive, donc je ne vais pas tenir 3 ans. Juste regarder mon bébé dans les yeux. Donc à ce moment-là, je vais commencer à faire de l'accompagnement parental. Moi, je m'étais un peu formée au coaching avant. Je fais une 2e école de coaching pendant mon congé parental. Je me dis, tiens, je vais faire du coaching pour le leadership des femmes. En me disant, c'est la meilleure chose à faire finalement pour pouvoir changer les choses. Et de mon côté, en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que moi, j'ai eu beaucoup de mal à avoir ma fille. C'est aussi pour ça que je m'arrêtais aussi longtemps. Et j'ai eu beaucoup de mal à avoir ma fille et j'ai fait une procréation médicalement assistée pour réussir à l'avoir. Et donc, pendant cette procréation médicalement assistée, j'avais ressenti des changements d'humeur, d'énergie énormes. Le burn-out, il s'est passé au même moment. Tu vois, je me demandais dans quelle mesure est-ce que ça avait eu un lien ou quoi. Et donc, pour moi-même, j'ai commencé à me former sur, OK, c'est quoi l'impact des hormones sur moi ? Pourquoi est-ce que je me retrouvais en larmes avec un client à dire « Oh, c'est trop mignon votre projet !» Enfin, tu vois, des trucs que je faisais jamais avant. Et donc, ça, j'ai fait mon chemin pour moi. Et puis, parce que quand j'ai demandé au médecin qu'est-ce qui m'arrivait, il m'a dit « Oh, ça doit être juste le stress de vouloir avoir un enfant. » Donc, aucune prise en compte. Et donc, pour moi, je me suis renseignée et j'ai découvert le pot aux roses en me disant « Bah oui, en fait, les hormones, elles ont un impact sur nous. Et il n'est pas petit. » Et donc, moi, j'ai ces infos-là. Et puis, je commence à faire du coaching pour les femmes, pour les mamans. Et régulièrement, dans ces séances de coaching, j'ai des mamans ou des femmes ou des professionnels qui me disent « Tout allait bien, et puis là, patatras, il y a tout qui s'effondre, je suis une sous-merde, il n'y a rien qui va, je gueule sur tout le monde, etc. » Et en fait, à ce moment-là, moi, j'avais la petite lumière dans ma tête qui s'allume et qui dit « Mais t'en es où de ton cycle ?» Et là, elle me regarde. Waouh. Et cette scène se reproduit peut-être 4-5 fois dans mon cabinet, tu vois. Ouais. Et là, je me dis quand même, il se passe un truc. Et un jour, c'est une de mes clientes, pour tout te dire, donc ça vient même pas de moi, qui me dit, mais Gaëlle, tu sais des trucs, là, il va falloir que tu me les dises. Et je dis, oui, mais je vais pas utiliser une de tes séances de coaching. Elle me dit, ah non, pas de souci. Tu sais quoi, tu as plein de clientes, on est d'accord, tu t'occupes que des femmes. Tu nous fais une réunion pour nous toutes et tu nous dis ce que tu sais. Donc c'est elle qui a fait le plan. Ouais. J'ai dit, ok, banco, je l'ai fait. J'étais très surprise que toutes mes clientes sont venues. Et toutes m'ont dit, mais c'est un truc de fou. Donc je leur ai juste présenté les fluctuations pendant le cycle, etc., ce que j'avais compris, moi, de ce que j'avais cherché. Et elles m'ont dit, c'est un truc de fou. Enfin, c'est pas la petite information, c'est l'énorme information, quoi. Pour résumer, je pense que ça peut intéresser du monde. C'est quoi la grande théorie qu'il y a derrière ça ? La grande théorie qu'il y a derrière Qu'est-ce qui fait que quand tu expliques ça aux gens, il y a quelque chose qui s'illumine en eux, comme s'ils avaient compris quelque chose qu'ils n'avaient pas compris jusque-là? C'est quoi le grand principe? Le grand principe, c'est que depuis qu'on est gamin, on nous dit que en fait, la linéarité est l'idéal. Donc il faut savoir être constant dans les efforts, constant dans ce qu'on fait, d'humeur constante. Et donc ton identité, on te demande qu'elle soit monolithique, que tu sois toujours la même personne. Et d'un seul coup, je dis aux femmes, mais attendez, si vous avez des fluctuations hormonales, de toute manière, ces fluctuations-là vont amener des fluctuations d'humeur et d'énergie. Et donc en fait, ça fait tomber énormément la culpabilité qu'on peut ressentir avec l'impression de dire mais c'est pas possible, je peux pas compter sur moi-même, je suis pas quelqu'un sur qui on peut compter. Ça donne une sorte peut-être de prévisibilité. Voilà, donc ça rend ça un peu plus prévisible et puis surtout c'est normal. Moi, avant de comprendre ça, je me disais mais je suis juste tarée et si les gens étaient dans ma tête, je suis sûre que je finirais à l'asile. Tu vois, il y avait un truc un peu de cet ordre-là. Puis là, d'un seul coup, en fait, on se rend compte que toutes les personnes qui sont dans cette salle vivent la même chose et qu'on s'en est jamais parlé. C'est ça, en fait, c'est un vécu commun qui n'a jamais été parlé, qui vient même pas à l'esprit, tu vois. Et puis d'un seul coup, on le met à l'esprit, et l'esprit fait « Ah, je chope, tiens, je vérifie sur les prochains. Ah ouais, pas bête ce qu'elle dit. » Tu vois, c'est ça, en fait. C'est comme s'il y avait un phénomène à l'intérieur de nous qui a toujours été, qui est là depuis la puberté, mais qu'on ne nous a jamais expliqué. Et c'est intéressant parce qu'en soi, les fluctuations d'humeur, d'énergie, ça concerne tout le monde. Oui. Et tu vois, ça peut être même lié pour les hommes à d'autres choses, par exemple le manque de sommeil, le sucre, le sport, enfin ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, c'est toujours un truc qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand on apprend à mieux comprendre comment on fonctionne. Tu vois, par exemple, après le déjeuner, l'après-midi, je vais moins bien réussir à travailler que le matin. Pourquoi ? Quand on arrive à comprendre ce genre de trucs, on peut optimiser, modifier son emploi du temps et s'organiser
pour tirer le meilleur parti de soi-même et de ses capacités. C'est exactement ça. Et clairement, enfin, moi je te rejoins, moi je dis toujours qu'on est un millefeuille de cycle. Le cycle menstruel, il est bien pratique parce qu'il fait 1 mois à peu près, et il est au milieu de ce millefeuille, mais il y a le cycle de la journée, le cycle de la semaine, le cycle des saisons, le cycle de nos projets aussi, qui nous mettent dans différentes énergies. Donc on est de toute manière le résultat d'un millefeuille de cycle. Mais déjà, de comprendre que c'est normal de fluctuer, il y en a plein qui déposent un bagage énorme en fait. Donc, c'est tes clientes de coaching, en fait, qui te suggèrent de mettre un peu ton truc à l'échelle, de peut-être former plus de monde en même temps, etc. Et à ce moment-là, tu commences à te dire, OK, il faut que je me positionne sur ce domaine en particulier, qui est les règles, le cycle hormonal féminin, c'est ça? En fait, je vais commencer à côté de mes clientes en coaching, je vais commencer à faire des conférences sur le sujet. Donc, je monte une conférence. Et puis j'essaye de la faire tourner un petit peu, elle tourne un petit peu et à chaque fois je vois les yeux qui s'éclairent et tout ça. Juste parce que je t'ai pas demandé, au moment où tu fais juste tes coachings, tu gagnes ta vie avec ou pas encore? Alors j'ai officiellement pas le droit de la gagner donc je suis dans des conditions un peu particulières. On va dire oui, si tout à la fin, juste avant de lancer sur Kiffe ton cycle, je suis en micro pas le droit de la gagner? parce qu'à ce moment-là je suis en congé parental et qu'en congé parental en France tu n'as pas le droit de gagner d'argent, mais on ne te verse pas d'argent non plus. Donc tu démarres ça un peu comme un passe-temps. Ça un peu sur le côté, mais par contre effectivement dès la fin du congé parental je monte ma micro-entreprise et là à ce moment-là oui je gagne suffisamment ma vie en coaching. Ok. Et est-ce que à un moment t'as pas ressenti le besoin de te dire est-ce qu'il faut que je fasse une formation scientifique ou est-ce que je fasse une formation pour devenir psy officiellement ou... J'ai même réfléchi à reprendre médecine, à aller vers médecine, j'ai réfléchi à pas mal de choses. Et puis à un moment, je me suis dit, non, en fait, je suis un électron libre. Et surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai interviewé des chercheurs qui travaillaient sur le sujet. Et notamment des chercheurs anglo-saxons avec mon magnifique niveau d'anglais, mais j'y suis quand même allée, tu vois. Et je leur ai dit, mais je comprends pas, vous trouvez autre chose avec quasiment le même protocole que l'autre qui cherche, qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens d'un chercheur canadien adorable qui m'a dit, mais Gaëlle, on trouve ce qu'on cherche. Et il faut arrêter de penser qu'il n'y a pas d'idéologie dans la science. Et là, j'ai fait waouh. Alors pour moi, la science, c'était le paradis, tout était scientifique et tout. Et là, d'un seul coup, il y a tout qui s'effondre. Et il me dit non, mais en tout cas, en fait, il m'a expliqué, cet homme-là, que le problème du cycle menstruel, c'est qu'il est inadapté à la science. La science, c'est toute chose égale par ailleurs, on fait varier un seul paramètre. Dans le cycle menstruel, ça ne marche jamais comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a écarté les femmes de toutes les études pendant très 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 longtemps et qu'aujourd'hui on est obligé de les remettre par des lois. C'est-à-dire qu'on oblige les labos à faire des études sur les femmes, sinon il n'y en avait pas, quoi. Et donc il me dit, en fait c'est très compliqué, il me dit c'est un sacerdoce, il utilise ce mot-là. Et donc ce jour-là, je comprends que finalement l'empirisme, si moi je crée une communauté, qu'il y a du monde qui répond, qu'on fait des grandes enquêtes ou des choses comme ça, ce que je vais faire par la suite, finalement je vais avoir des réponses qui vont être super complémentaires et on va pouvoir se parler avec les chercheurs et créer de la complémentarité plutôt que moi essayer d'être la personne légitime. Donc à un moment je me suis dit non, la légitimité je la donne moi-même en fait. Tant pis. Ouais, faut aller faire En fait le problème tu vois sur cette un peu concurrence qui existe maintenant entre les médecins, les coachs, médecine traditionnelle, médecine douce, etc. C'est que d'un côté tu as les médecins qui ont tous fait beaucoup d'études mais qui pour beaucoup vont pas aller plus loin et vont pas forcément se mettre à jour et vont pas forcément s'intéresser à ce qui est en dehors de la médecine traditionnelle. Et de l'autre côté, tu as aussi des gens qui se lancent, qui n'ont pas vraiment fait de formation, qui se lancent dans un créneau parce que ça marche. Et donc, des deux côtés, il peut y avoir d'une insatisfaction de la part des clients. Et donc, c'est sûr que, si tu veux, n'importe qui peut se lancer en tant que coach. Mais si tu vas faire le job d'aller faire ses recherches, d'aller interviewer des scientifiques, tu peux construire ta crédibilité. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Puis, moi, je me mets pas du tout en concurrence avec les médecins, surtout. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment une complémentarité permanente. Et d'ailleurs, ils viennent dans mes sommets. Donc ça veut dire qu'a priori, ils se sentent pas en danger de ce que je présente, parce que c'est clairement pas un positionnement contre les médecins. C'est dire, mais il y a une zone grise de mal-être menstruel qu'il faut adresser. Et c'est pas dans la compétence des médecins, et c'est OK aussi, quoi. Ouais. Donc, tu te lances là-dedans. Est-ce que tu peux continuer à me raconter un petit peu ce qui se passe à ce moment-là ? Oui, alors donc je commence par faire des conférences et puis ensuite je fais une formation un peu par hasard d'une femme que j'avais rencontrée, Jennifer, qui malheureusement a arrêté son activité, mais que j'avais rencontrée par hasard dans une formation d'entrepreneur. Et en fait, pendant cette formation, elle va dire cette phrase. Elle va dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous répétez à chaque fois
que vous pourriez mettre en vidéo. Bah si, il y a quelque chose que je répète à chaque fois. Le fonctionnement du cycle, je le répète à chaque fois. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je suis phobique des vidéos. C'est-à-dire que les caméras qui sont installées là, je serais partie en courant. Okay. Non, mais je serais surtout partie en courant. Je supportais pas. C'était, tu vois, dans un mariage, je me mettais derrière la personne qui faisait la caméra. Donc, tu vois un peu le niveau pour ne jamais être dans l'angle. Donc, à ce moment-là, je me dis, bah, c'est gentil ce qu'elle dit, Jennifer, mais moi, je vais pas trop pouvoir le faire. Je suis pas en compétence là-dessus. Et bon, bah voilà, l'univers m'a envoyé des petits défis avec des petites choses que je vais avoir à faire en vidéo. Je pourrais expliquer, mais ça prendrait du temps, que je me suis retrouvée à faire. Première zone d'inconfort, deuxième zone d'inconfort. Et en fait, juste après avoir fait ça, je me suis dit, bon, ok, bah, écoute, je vais faire une vidéo par jour pendant 70 jours. Comme ça, on va régler le problème. Donc voilà, premier challenge à moi-même. Donc j'ai mis un petit message sur les réseaux sociaux en disant, voilà, qui a envie de réaliser un projet dans les 70 prochains jours, venez avec moi. Je vous mets un exercice par jour en vidéo, gratuitement. Voilà. Donc ça, c'est ma première liste email. Tu l'as partagé à ton audience, le fait que toi, ça te faisait peur de faire des vidéos? Oui. Bah oui, je leur ai dit, je suis terrifiée. Moi, je sais pas faire une vidéo, j'ai peur, je me trouve nulle, je supporte pas d'entendre ma voix, enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Donc... Et le fait de leur dire, ça t'a aidé? Ils t'ont encouragé? Ah ouais, ils étaient hyper encourageants, ouais, clairement. Ouais, ils étaient hyper encourageants. Et puis surtout, en fait, c'était tout l'esprit après du challenge, c'était de se dire qui suis-je, où sont mes zones de blocage et comment je peux les faire sauter. Donc ça, c'était vraiment ce que moi, j'étais en train de mettre en place, tu vois. Donc voilà, donc je fais des vidéos. Donc au bout de 20 jours, j'ai plus aucun problème, ni avec mon image, ni avec ma voix. Parce que je monte en plus les vidéos, donc je me vois. Donc ça va, au bout de 20 jours, je me supporte en vidéo. C'est une super idée de se lancer un défi comme ça. Déjà, évidemment, forcément, si tu fais 60 vidéos à la suite, il y a un moment où ce sera forcément plus facile à la fin qu'au début. Et en fait, le fait de le faire publiquement, d'en parler à ton audience, de parler de tes difficultés, de pourquoi tu le fais, ça crée quelque chose, ça crée un lien avec son audience. Son audience, elle a envie de savoir si tu vas y arriver, ils ont envie de t'encourager, ils ont envie de voir ce que ça va donner, parce qu'en fait, beaucoup de gens sont dans le même cas que toi ou s'identifient à toi. Et je sais que beaucoup de créateurs qui se lancent des défis, c'est souvent comme ça qu'ils arrivent à commencer à créer un truc de confiance avec leur audience, en tout cas un intérêt de la part de leur audience. Donc c'est une très bonne idée et souvent c'est tout bénef de faire ça. Bah là, ouais, clairement, parce que du coup maintenant tout mon travail c'est en vidéo, donc je suis contente de l'avoir fait. C'était nécessaire parce que c'était un des seuls moyens. Tu pouvais évidemment faire un blog, je pense que t'en avais un déjà, mais c'était le seul moyen de rendre ce que tu faisais scalable, de pouvoir, ce que tu faisais avec une cliente, de pouvoir le faire avec 100 personnes, avec 1000 personnes. Et donc, si on arrive à franchir cette étape qui, je sais, pour beaucoup de gens est difficile, à mon avis, beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo vont se dire « Ouais, mais moi, c'est pareil, je suis dans le même cas ». Si on arrive à franchir cette étape, ça débloque quelque chose qui est tellement important, qui est tellement large, qui est tellement vaste, que je pense que ça vaut le coup de se donner la peine de le faire. Ouais. Ah bah clairement. Enfin, aujourd'hui, je remercie tous les jours moi-même d'avoir osé se lancer ce défi-là. Parce que oui, on sort de la zone de confort. Moi, ça me paraissait totalement insurmontable, honnêtement. Quand j'ai commencé, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu l'as mis sur Facebook? Pourquoi les gens répondent? Qu'est-ce qui te faisait peur? C'était quoi? C'était, je sais pas, d'anciens collègues te voient, se posent des questions Non, pas du tout. Non, mais moi, mon image en vidéo me terrifiait. Mais c'est comme quelqu'un qui a peur d'une araignée. On est sur le niveau de la phobie. Donc on n'est pas sur le niveau, c'est totalement irrationnel, mais on est sur un niveau, j'ai fait des trucs délirants pour pas être sur des vidéos dans ma vie, donc vraiment c'était un niveau, on était sur le très haut niveau de pas être sur des vidéos, quoi. T'as des petits conseils peut-être pour faire les toutes premières, quand on a vraiment d'accepter qu'elles sont pas bien. Moi, la toute première, je crois que je dois l'avoir encore quelque part, elle est juste dans la nuit. Tu l'as publiée? On me devine. Mais en fait, elle a été publiée parce que en fait, la toute première, c'était pour un concours, parce que j'avais dit, je voudrais aller voir un jour David Laroche en séminaire. Et il se trouve qu'il y a eu un concours. Et j'avais dit ça à l'univers en mode, si tu veux, je veux pas payer ce prix-là. À cette époque-là, je n'étais pas prête à payer les prix de ces séminaires. J'ai dit, je veux pas payer ce prix-là, mais si l'univers veut que j'y aille, j'aurai une solution. Et là, je vois un concours arriver. Et le concours, fallait faire une vidéo. Et je me suis dit, bon, bah... À un moment, j'ai demandé un truc, je peux pas ne pas y aller. Et donc, ma première vidéo, je la fais dans le noir, littéralement. Et non seulement elle est publiée, mais après, on nous dit, pour que tu gagnes, il faut faire voter les gens. Donc moi, le premier email que j'envoie ou le premier message sur Facebook, c'est « Excusez-moi de vous demander pardon d'aller voir la vidéo horrible que j'ai faite. » J'étais juste en PLS. Et en fait, j'ai vu que ça montait pas, bien sûr, les gens sont pas allés. Et en fait, j'ai mis une photo de choux sur Facebook et j'ai mis « Je suis dans les choux ». Et j'ai dit, je suis désolée, la vidéo est nulle. Je comprends que vous n'ayez pas envie de voter pour moi, mais il y a mon rêve derrière. Je veux aller voir David Laroche. Et en fait, là, il s'est passé un truc complètement dingue, c'est qu'en fait, les gens, c'était pendant l'été,
Et les gens ont été faire voter. Il y a des copines à moi qui ont été faire voter les gens dans les campings. Vous allez les voir en disant « Votez pour ma copine !» Ma belle-mère, qui a 80 ans, s'est créé un compte pour pouvoir voter pour moi. Enfin, vraiment, tout le monde s'est mis en... Voilà, alors que la vidéo était nulle, clairement. Tu vois, mais en plus, il a fallu que je la montre aux gens et que je leur dise « Allez voter pour moi !» C'était un très bon exercice, en fait, finalement. Ouais. C'était, en termes d'humilité et d'ego, comment te dire que l'ego. Mais voilà, je dirais juste accepter que les premières, elles sont pas bonnes. Arrêtez de regarder les gens qui font des trucs super en se disant « Ah ouais, mais eux, ils y arrivent. » Enfin, allez voir leurs premières vidéos. Alors, en vrai, allez voir les premières, quoi. Quand ils les ont pas effacées. Quand ils les ont pas bananés, on est d'accord. Mais ouais, c'est un truc qui était bien sur TikTok, par exemple, quand ça a commencé, et même toujours aujourd'hui. C'est que c'était le retour de l'amateurisme. Là où on n'avait plus vraiment sur YouTube, où YouTube, on avait atteint un niveau de production qui était très élevé. Sur TikTok, on voyait des ados qui sortaient leur téléphone et qui racontaient un truc avec le téléphone à bout de bras, sans rien, quoi. Et donc, ça pouvait aussi redonner confiance en se disant, bon, bah voilà, je peux le faire, quoi. Ouais, carrément. Mais c'est en fait se dire, voilà, oui, quand on débute un truc, on le débute et c'est pas bien. Et c'est parce qu'on va le faire 100 fois, 200 fois, 2000 fois que ça va devenir bien, quoi. Aujourd'hui, t'as plus aucune difficulté dans la caméra. J'ai pas l'impression. Non, puis aujourd'hui, en plus, je me filme en zoom, donc je me vois et je me souris à moi-même, donc ça va. Non. Donc, tu fais tes premières vidéos. Donc, je fais donc ça, déjà, j'ai plus peur de la vidéo. Et là, je me lance un deuxième défi. Je fonctionne un peu comme ça. Hein. Donc, en fait, j'annonce les trucs, comme ça, après, je suis obligée de les faire. Ouais, c'est ma technique. Très bonne idée. Voilà. Et donc là, je suis sur un groupe à l'époque qui existe toujours, un groupe Facebook qui s'appelait Les Entrepreneuses qui déchirent, avec plein de rires. Et donc, c'était que des femmes. Et je mets un message en disant, voilà, je vais lancer le bêta-test de ma formation, ma première. Ce que je vous propose, c'est pour vous qui êtes dans le groupe, c'est gratuit. La seule chose que je vous demande, c'est du feedback. Et là, il y a 60 nanas qui vont suivre la première. Et donc là, je vais le faire en direct. Donc, pour avoir les retours immédiatement et tout. Et donc, je fais le premier, donc c'est l'ancêtre de Kiffe ton cycle. Je vais faire 3 soirées en direct avec ces femmes-là qui n'ont pas payé et qui vont... mais c'est un truc de fou parce que les feedbacks, elles vont me les faire jusqu'à même en me disant le fond derrière toi, ça va pas. Alors, la deuxième fois, je change de fond. Non, c'est encore pire. Tu vois, donc elles ont vraiment fait énormément de feedback. Donc, en gros, comment t'appelleras ça, une formation, un sommet? Bah là, non, c'était 3 soirées en ligne, 3 conférences en fait en ligne. Mais donc, en fait, ces 3 conférences, c'est pour tester et pour valider le concept. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Donc, tu le vends pas, tu le proposes gratuitement, tu fais ces 3 conférences en direct, c'est ça? Ouais. Et tu prends note de tout le feedback qu'on peut te faire sur la technique, le fond, la forme, etc. Exactement. Tout. Et je leur redemande du feedback et tout. Et en fait, comme elles apprécient la matière, je vais avoir énormément de feedback. Donc déjà, elles vont revenir sur les 3, ce qui n'était pas gagné pour un truc payant, pour un truc gratuit. Et surtout, je vais avoir beaucoup de feedback. Donc ça... J'ai l'impression que tu as un super lien avec ta communauté. Comment tu l'expliques? Je crois, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est ta personnalité? Est-ce que c'est le fait que tu oses parler de ce sujet, que tu rassures peut-être les femmes qui sont concernées? Je pense que la plupart des personnes me disent que j'ai l'air vraiment sincère. Je suis honnête, quand ça va pas, quand ça va. Je le dis et j'essaye d'être sincère. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça, mais je saurais pas expliquer un petit peu le... Je pense que c'est ça. Il y a une espèce d'honnêteté radicale qui fait qu'il y a une forme de confiance qui s'installe. Je sais très vite dire si je sais pas. J'ai énormément d'autodérision. Donc quand on me pose une question et que je sais pas la réponse, j'ai aucun problème. Grâce à tout ce qui s'est passé avant, tu vois. Mais j'ai aucun problème pour dire du coup, ah non là, franchement. Et puis alors, si je commence à te dire des plantes, à mon avis, tu vas finir au cimetière avant l'heure prévue. Donc on va pas partir sur ce terrain-là. Donc tu vois, je sais très bien quelles sont mes limites et je les dis clairement. Et donc là, par exemple, les 60 premières, je leur ai dit, c'est la première, je suis terrifiée. Enfin voilà, tu vois, j'ai été cash avec elle. Et en même temps, je sais que ce que j'ai envie de vous donner, c'est un truc génial qui peut changer la vie des femmes, tu vois. Donc j'étais vraiment dans cette énergie-là. Je pense qu'à la fois, je crois énormément dans mes projets. Et à la fois, j'ai l'honnêteté de dire, ah bah ça me terrifie, quoi, tu vois. Je pense que c'est une très bonne approche, de manière générale, quand on est infopreneur ou qu'on partage son expertise sur Internet. C'est d'être sûr de son expertise, parce qu'on l'a bien bossé, mais d'admettre ces challenges au niveau de la forme, au niveau de l'aventure qu'on est en train de faire pour la transmettre. Et je pense que c'est bien, parce que ça permet d'avoir quelque chose de vulnérable, qui nous rend plus humains. Et on n'a pas besoin de se créer un masque et tout. Mais en même temps, de montrer que sur le fond, sur l'expertise, c'est quelque chose qu'on a potassé, c'est quelque chose qu'on connaît, on sait que ça peut apporter de la valeur aux gens.
Et c'est important d'être sérieux là-dessus. Ouais, par contre, moi, j'avais énormément travaillé le contenu que je voulais leur donner. Autant la forme, effectivement, elle était assez aléatoire, etc. J'avais pas l'outil, par exemple, technique sur lequel je l'ai fini par le faire juste avant. Et j'ai cherché ça à l'arrache et tout ça. Mais par contre, le fond, je savais ce que je voulais délivrer, tu vois. Comment tu sais à quel point tu es au point sur le fond, justement? Comment tu peux être sûr de toi là-dessus en disant, parce que beaucoup de gens ont un syndrome de l'imposteur par rapport à ça, et se disent je sais pas si j'en sais assez, je sais pas si je suis assez expert. Il y a souvent des experts d'ailleurs sur internet qui nous intimident parce que ils ont l'air vraiment de tout savoir et nous on sait pas tout. Comment toi tu as acquis cette confiance? À partir du moment où j'ai vu que quand j'en parlais ça changeait la vie des personnes que j'avais en face de moi, je me suis dit que j'avais déjà fait un pas de plus qu'elles et que ce pas-là il était super intéressant de leur transmettre. Et puis parce que voilà, j'aime les défis, je me les lance. Non, j'ai pas toujours été... Enfin, j'étais pas sécure. Je savais que j'avais bossé le truc. Je savais que j'avais quelque chose à donner. Est-ce que ça allait les intéresser? Est-ce qu'elles allaient avoir envie de me lancer des tomates? Ou est-ce que je serais toute seule en live à la fin? C'est une possibilité. Mais enfin, tout ça, j'en serais pas morte. Ouais. Donc voilà. Ça aurait pas été agréable si ça avait été le cas. Je veux dire, si je bide, c'est pas agréable. Mais je vais pas mourir de ça. Donc après, clairement, si je parlais à moi d'il y a 6 ans, je lui dirais quand même, il y a des petits trous dans la raquette, ma cocotte. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave parce que, mais comme quand on est un coach débutant et qu'on coach les premières personnes qu'on accompagne, en fait, on est là pour les bonnes personnes au bon moment, étrangement. Et en fait, c'est aussi, moi j'ai cette foi folle dans ce qui se passe, c'est que je me dis que tout est toujours juste. Et donc les personnes qui m'écoutent à ce moment-là, avec ce niveau de compétence-là, avec ce niveau d'inquiétude aussi, etc., c'est juste pour elles qu'elles m'écoutent à ce moment-là. Et puis d'autres ont besoin d'autre chose, et tout ça est juste, Ouais, tout à fait. Donc, et après, c'est d'être très clair, encore une fois, sur ce que je sais et ce que je sais pas. C'est-à-dire que, du coup, comme je suis claire, dans les questions, régulièrement, je réponds « je sais pas ». Et alors, il y en a pour lesquels je vais répondre je sais pas, et puis la semaine suivante je reviens avec j'ai les réponses, et il y en a d'autres où je dis je sais pas, mais je saurais pas en fait, enfin, en tout cas c'est pas prévu au programme que j'aille vers ça, quoi, tu vois. Comment tu construis ton audience à ce moment-là? Alors à ce moment-là, c'est juste le groupe des entrepreneuses qui déchirent, c'est les quelques personnes qui m'ont suivi. Donc c'est pas toi qui l'as créé le groupe, hein? Non. Tu vas sur le groupe, tu participes. Ah oui. Ouais, non, pas du tout. Et en fait, ça attire une partie de l'audience à toi. Complètement. Là, c'est pas moi qui l'ai créé du tout. En plus, c'était un groupe très précis sur les règles et tout. Donc là, comme c'était un truc gratuit, il n'y a pas eu de souci. Mais enfin voilà. Donc là, j'ai eu une chance à ce moment-là que ça puisse ça puisse se mettre en place. Et merci beaucoup à Céline, la créatrice du groupe. Et puis voilà. Et puis aux personnes qui sont venues. Et en fait, les personnes qui sont venues, elles ont trouvé ça tellement génial que c'est elles qui ont créé mes premières clientes. C'est-à-dire qu'en fait, après, elles en ont parlé à leurs copines qui se sont inscrites la première fois où je l'ai fait en payant. Okay. Tu vois, donc moi, j'ai quasiment rien eu à faire. La deuxième session, elle s'est remplie toute seule. Ouais. J'ai juste mis une page. Je fais, du coup, si vous connaissez du monde... Donc en fait, tu as commencé à vendre tes conférences avant vraiment d'avoir une audience. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que tu n'avais pas une liste email avec 10 000 personnes. Ah non. Non, vraiment, tu as commencé par le produit. Oui. Le produit marchait. Du coup, le produit t'a amené de nouveaux clients pour le produit. Parce qu'en soi, un produit comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir 1000 clients, quoi. Tu peux en avoir, je sais pas, c'était combien pas beaucoup. Je pense que la première session payante, je devais avoir 22 clientes. Ouais, donc en 22, ça peut être du bouche à oreille, ça peut être des clients qui viennent directement. Et d'ailleurs, c'est une bonne approche. On n'a pas forcément besoin de commencer par passer 5 ans à construire son audience avant de commencer à vendre des produits. On peut commencer par vendre des produits qui visent juste à un tarif, un tarif qui est suffisant pour qu'on puisse gagner sa vie avec. Et ensuite, aller chercher directement les clients qui pourraient être intéressés par l'offre, quoi. Oui, et puis là, on va être honnête, moi, ça me prenait 3 fois 1 heure. Donc en fait, comme j'ai pas d'effort marketing et tout à ce moment-là, moi je peux travailler à côté, je peux continuer de faire du coaching à côté. Donc tu vois, à ce moment-là de ma vie, je suis pas non plus dans une situation périlleuse financière. Donc tu as quand même le modèle qui prend forme. Oui. Qu'est-ce que tu fais ensuite ? Ensuite, je pars dans l'idée que je vais automatiser ça. Donc là, c'était en direct. J'ai dû faire 4 ou 5 sessions en direct pour à chaque fois prendre les feedbacks, à chaque fois améliorer, voir les questions qui sont posées aussi, qui reviennent pour pouvoir les intégrer et tout. Et après, je me dis, ok, maintenant que je vois à peu près, je fais le programme. Et donc là, je vais le tourner sur des courtes vidéos que je vais mettre sur une plateforme où ça va pouvoir être en automatique, du coup. Ok. Donc ça, c'est le premier programme qui va sortir, donc Kiffe ton cycle, qui sort, voilà. Donc c'est un programme de formation classique, préenregistré à l'avance en vidéo. Ouais, qui est mis sur la plateforme LearnyBox. T'as toujours pas à ce moment-là d'audience, t'as pas de liste email ? Non, pas vraiment.
Enfin, voilà, les quelques-uns qui sont venus. Alors, si, j'avais mis un petit truc de capture. Comment tu la vends, un petit formulaire de ta capture. formation? Alors, voilà, donc j'avais mis un petit formulaire de capture quelque part. Je devais avoir 200-300 personnes dans ma liste qui se battaient en duel. Et donc, effectivement, comment je fais pour la vendre? Et ben, en fait, je vais faire de la pub Facebook. Ok. Donc, directement, pub Facebook Direct. vers la formation. Direct. C'était quand, ça? C'était... je suis nulle en date. Vers 2019, je pense. 2019? Un truc comme ça. Okay. Avant le confinement, c'est sûr. Ouais. Bien avant. Peut-être même 2018. C'est fin 2018, début 2019, dans ces eaux-là. Ok. Et donc, ta première pub Facebook, c'est rentable. Ouais. Tu vends tes places, etc. Ta page de vente et tout, j'imagine que tu as dû apprendre à les faire. Et ben non, c'est en fait le monsieur qui me fait ma pub Facebook, Loïc, qui à ce moment-là me dit je te fais ta page de vente. Okay. Parce que moi, j'étais incompétente totalement. Ah, c'est cool ça. Donc voilà. Et en même temps, je commençais en même temps l'Académie Zéro Limite. Donc je commençais à comprendre qu'est-ce que lui me disait quand il me disait qu'il fallait avoir une page de vente. Mais voilà, c'est en fait Loïc qui me dit écoute, je te fais ta page de vente, je te fais ta pub, je gère. Donc merci à lui. Parce que c'est lui qui a lancé. Et donc effectivement, là, on va avoir déjà des ventes qui vont se faire. Et puis ça va commencer à construire l'audience. Les gens commencent à se rendre compte. Certaines personnes vont chercher et vont s'inscrire. Alors, c'est pas le but de la pub, mais en fait, il y a des gens qui vont chercher qui je suis et qui vont commencer à me suivre sur les réseaux et tout. Et à ce moment-là, je m'expose un peu plus sur les réseaux sociaux. Donc, tu vois, le truc, la mayonnaise prend, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Mais... Tu continues à développer ton business dans cette voie-là? Donc là, en fait, à ce moment-là, je me dis, OK, mais je vais pas faire ça toute ma vie. Donc, je vais devenir éditrice de programmes en ligne. Okay. Voilà. Et donc, je repars dans un projet où je me dis, je vais... avec quelqu'un qui devait être mon associé, je me dis je vais prendre d'autres créateurs de programmes et du coup maintenant que je fais l'Académie Zéro Limite et que je comprends tout ça et tout, et je vais leur faire tout le derrière et eux ils vont pouvoir juste donner leur expertise. Okay. Donc je monte tout un business plan, on fait tout ça va vite avec toi. Ouais, un petit peu. T'es passée par l'étape formatrice pendant 2 semaines. Bon, allez, c'est bon, maintenant on devient éditrice. Non, mais ça, c'est quand même 7 mois après le début. Donc, il y a quand même eu quelques mois. Et en fait, justement, parce que je me suis inscrite à l'Académie Zéro Limite, j'ai le droit à un séminaire avec Paul Pironnet et d'autres personnes à Lyon. Et je vais en séminaire et en fait, il y avait Mélissa Normandin-Roberge qui était là-bas. Je ne sais pas si tu vois qui c'est une Canadienne qui débarque en robe à paillettes sur le stage et qui dit je suis business coach et je fais plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires. Et elle est littéralement en robe de princesse, tu vois. Et là, en fait, pendant 1 heure, elle va nous expliquer pourquoi il faut rester soi-même pour faire son business et s'éclater. Et en fait, je finis cette conférence en larmes. Je vais dans les toilettes, je pleure comme un bébé. Et je retourne dans la conf. Et il y avait Max Dorville qui était là, que je ne connaissais pas, un coach qui était là. Et je vais le voir et je lui dis, j'ai plus de business, je sais pas quoi faire. Je partais dans un truc qui me correspond pas. Et donc là, il me dit, mais tu fais quoi? Et je lui dis, il y a Kiffe ton cycle, mais finalement, c'était que le modèle. Et puis, je voulais faire le truc édition. Mais la maison d'édition, en réalité, c'est juste une boîte qui me rassure. Mais c'est tellement pas moi. Et je lui dis, sur le cycle menstruel, je vais tourner en rond, quoi. Pourquoi tu voulais pas juste rester... Parce que je croyais qu'il fallait que je fasse une grosse boîte pour assurer ma survie. Enfin, tu vois, plusieurs fois dans ma vie, ça va revenir, ça, que je crois qu'il faut... C'est une recherche, peut-être pas de sérieux, il faut une vraie boîte, entre guillemets. Il faut une vraie entreprise, un truc comme ça. Et puis que tout repose pas aussi sur mes épaules, un truc un peu comme ça. Et en fait, à ce moment-là, il va me poser la question, il va me dire, mais kiffe ton cycle, ça a l'air de te faire kiffer. Je dis, ouais. Il me dit, est-ce que 100% des personnes qui pourraient l'acheter sont au courant qu'il existe? Non. Non. Il me dit, tant que 100% des personnes qui peuvent l'acheter sont pas au courant qu'il existe, tu peux pas considérer que tu as atteint ta limite. Et donc là, effectivement, ça va être la bascule où je vais revenir en disant, bon, écoute, tant pis, j'arrête le projet. Je dis à l'associé, écoute, si tu veux le reprendre à ton compte, vas-y, mais moi, je repars sur le cycle. Et là, pour le coup, je pars à fond sur le cycle. J'arrête le coaching, j'arrête tout. Et je me dis, là, maintenant, je développe ça. Donc, quand tu dis je pars à fond sur le cycle, c'est quoi? Tu crées du contenu, des formations? Communauté. Là, pour le coup, je commence à vraiment animer. Je recrute une assistante avec qui je travaille qui va aussi m'aider à faire le premier sommet. Enfin, tu vois, je commence à... Voilà, je prends quelqu'un, donc elle est en alternance. Ouais. Donc, tu vois, j'ai quelqu'un avec moi, on a des bureaux. Et là, le but, c'est vraiment d'appuyer sur l'accélérateur, quoi. Donc, c'est à ce moment-là que tu construis l'activité que tu as aujourd'hui? C'est à ce moment-là que je construis les prémices de l'activité. Oui, c'est ça. La forme que ça prend aujourd'hui, c'est à ce moment-là que ça se met en place. Alors, est-ce que tu peux me détailler à quoi ça ressemble?
Au démarrage? Maintenant. Enfin, l'activité, ouais. Là, maintenant, en fait, je fais à peu près entre 2 et 3 sommets par an. Donc, il faut que je tourne une vingtaine d'interviews et puis après, elles sont diffusées. Comment ça fonctionne, les sommets? Donc, le sommet, c'est un thème. Donc là, le dernier, par exemple, c'était Kiffe ta sexualité au féminin. Le prochain, ça va être cycle et sport. Tu vois, donc des thèmes qui ont peut-être rien à voir, mais qui ont tous un lien avec... Donc le croisement entre ta thématique et peut-être une thématique un peu plus large. Exactement, c'est ça. On en a fait sur le syndrome prémenstruel, sur le désir d'enfant, enfin vraiment un thème que je choisis, où je me dis, celui-là, il me plaît, déjà, ça c'est la première chose. Et en plus, je pense qu'il va intéresser une audience. Donc un thème. Suite à ce thème, je vais chercher des experts autour de ce thème, le but étant d'explorer le thème à 360, en fait, avec des experts très différents. Je les contacte, je leur demande s'ils veulent bien. Voilà. J'ai de plus en plus de oui maintenant que ça avance. Ensuite, on envoie le message sur les réseaux sociaux et sur notre liste en disant voilà, on a commencé, on fait ce sujet-là. On fait de la publicité aussi. Et puis, ça fait de la lead generation, en fait. Ça crée des nouveaux leads. Et puis après, en fait, pendant une semaine, on diffuse. Il y a 3 conférences par jour qui se dépublient automatiquement au bout d'une journée. Et si on veut garder le bénéfice de revoir les conférences à vie, on peut acheter le pack de tous les sommets, enfin du sommet avec toutes les conférences. D'où ça vient cette méthode? Eh bien, en fait, c'était Morgane Février qui a créé le sommet sur l'entrepreneuriat au féminin. Et j'ai participé à son premier sommet en présentant le cycle menstruel. Et j'ai trouvé que l'idée était géniale. Donc, je me suis dit, ça me plaît, quoi. Et puis, moi, j'avais très envie d'interviewer des gens pour ma formation continue. Comme tu le sais, je le faisais déjà avant. Donc, et je me suis dit, c'est trop dommage de le garder pour moi, ces interviews. Et donc, je me suis dit, je vais les faire dans un cadre que je vais diffuser. Donc, c'est le croisement des deux choses, c'est-à-dire l'expérience que je fais chez Morgane, plus mon envie d'interviewer des experts et ça soit pas juste pour moi et de pouvoir renvoyer ça. Je vais créer ce premier sommet. Donc, tu m'as dit, le sommet... les ventes, elles se font seulement sur le replay. Donc pour ceux qui arrivent en retard. Ou pour ceux qui veulent revoir, ou pour ceux qui veulent soutenir aussi, parce qu'on parle quand même beaucoup de soutenir la création des prochains sommets aussi, quoi. Du coup, c'est pas mal, parce que ça encourage aussi un maximum de gens, j'imagine, à être là en direct. Donc ça bénéficie à tout le monde. Et j'imagine que vous faites des ventes aussi. Combien est-ce qu'on peut espérer gagner avec un sommet? C'est assez variable d'un sommet à l'autre en fonction des thématiques et de l'intérêt des personnes. Mais on va dire que l'énorme sommet qu'on a fait, il a généré 80 000 € de chiffre d'affaires. Mais c'est juste un satellite par rapport aux autres, tu vois. C'était en plus la période juste post-Covid, donc je pense une période très particulière, et je pense que celui-là, il faut le sortir des statistiques, tu vois. Et sinon, on va dire que c'est entre 20 et 40 000 € à peu près. Ok, c'est pas mal du tout. Et ensuite, ce chiffre est redistribué entre les intervenants? Non, les intervenants, ils ne sont pas payés pour être sur le sommet. En fait, ce chiffre, il couvre vraiment le travail qui est fait chez nous, en interne, l'assistante qui travaille avec moi sur le sujet, etc. Et les intervenants, le bénéfice qu'ils y trouvent, c'est une visibilité C'est ça, exactement. C'est une visibilité. On parle de leur offre quand ils en ont. On parle de leur expertise. Ça les présente aussi comme des experts. Nous, on a tout un travail aussi, et qui est aussi de l'argent investi, de relations presse sur le sommet. Donc, où on prévient, on crée des communiqués de presse et on prévient la presse. Donc, il y a des journalistes qui font aussi des articles sur certaines conférences parce qu'eux, ils y ont accès en avant-première. Donc, tu vois, on crée tout un écosystème qui fasse que ce soit bénéfique pour les intervenants. On fait vraiment tout ce qu'il faut pour que ce soit intéressant. Et puis, ce qui est intéressant aussi pour eux, c'est que moi, je vais parfois les pousser un peu dans leur retranchement en leur posant des questions. Et donc, souvent, ils m'ont dit « Waouh, mais c'est un truc de fou parce que les questions que tu nous poses, finalement, je pense que toutes les personnes que je vois, ils se les posent aussi, mais ils n'ont jamais osé me les poser. » Et donc, ils y voient aussi un intérêt sur le fait de se faire poser des questions voilà, dont les gens... Parce que moi, j'ai aucun ego. Donc, je pose toutes les questions que je pense qu'on se pose, quoi. Donc... c'est intéressant. Et ça a l'air quand même assez compliqué à organiser. Ça prend du temps. Tu arrives quand même à en faire 3 par an? Entre 2 et 3. Tu les prépares combien de temps à l'avance à peu près? C'est minimum 3 mois pour faire un sommet. Minimum. Et 3 mois, c'est ultra short. Donc, c'est plutôt 4 mois. Et j'imagine que c'est très efficace aussi pour remplir ta liste email et toucher une nouvelle audience, parce que chaque expert que tu invites peut aussi avoir sa propre visibilité. Alors, c'est le cas de beaucoup de sommets qui fonctionnent comme ça. Nous, on a finalement des experts qui n'ont souvent pas particulièrement de communauté et on ne compte pas sur nos experts pour ramener leur communauté. C'est hyper important pour moi et je le dis systématiquement. C'est nous, les organisateurs du sommet. Enfin,
voilà, déjà, on ne les paye pas pour leur expertise. Ouais. Donc, c'est clairement à nous de faire en sorte que le sommeil se Ok. remplisse. Et c'est notre responsabilité. Donc, moi, je me vois plutôt dans cette dynamique-là. Maintenant, je sais qu'il y a des créateurs de sommeil qui comptent sur les listes des En fait, intervenants. ouais, c'est ça. Il peut y avoir deux modèles de sommeil. C'est le sommeil qui va être fait pour créer un produit. Et donc, on va plutôt faire intervenir des experts, même s'ils ne sont pas très connus, mais le produit, on va le vendre. Ou des sommets qui sont faits pour plus attirer de l'audience. On va plus attirer des gens qui ont une audience, mais on ne va pas forcément vendre de produits. C'est ça, alors que moi, je cherche vraiment les meilleurs. Ouais. J'ai réussi à avoir des chirurgiens experts dans le domaine, vraiment des grands pontes sur les sujets que je cherche. Et je peux dire que je passe du temps à les draguer, à leur proposer de venir, etc. Donc, tout ça aussi, effectivement, ça se retrouve dans le prix du pack. Mais c'est pour ça qu'on ne les paye pas. Mais pour autant, on les expose aussi à une audience, ils ont des retours. Oui, bien sûr. Franchement, là, j'ai eu les retours. Et eux, ils n'ont pas grand-chose à faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à organiser. Ils arrivent juste, tu les interviews. Ils n'ont même pas à préparer la vidéo, puisque c'est toi qui les dirige. Donc, voilà, oui, ça leur demande 1 heure ou 2, quoi. Ouais, c'est pas... en fait, c'est un peu particulier, les conférences, mais je décore, je le plante comme ça. Je dis, en fait, c'est comme si on se retrouvait au café et que j'étais passionnée par votre thématique et que je vous posais plein de questions. Et en fait, la caméra n'est que le témoin de cette discussion-là. Et donc, ils n'ont rien à préparer. Ils peuvent me dire éventuellement, tiens, j'aimerais qu'on arrive par ce sujet-là, parce que celui-là, il est intéressant à traiter. Mais c'est la limite de ce qu'ils préparent, quoi. Une fois que le sommet est lancé, tu peux le recycler d'une façon ou d'une autre, le relancer ou... J'ai déjà fait une première relance d'un sommet, effectivement, ça arrivait. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire, effectivement. Après, ça crée un peu de confusion dans l'audience, je le dis parce qu'on l'a vécu. Une confusion qui se gère, mais ça en crée un petit peu. J'avais retourné quelques conférences supplémentaires pour qu'il y ait aussi un intérêt, pour que notre communauté n'ait pas l'impression, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Voilà, donc... c'est un équilibre qu'il faut encore trouver, mais oui. Et puis après, moi, je le recycle aussi dans la possibilité de mettre les interventions dans nos programmes. Okay. Là, par exemple, je vais faire un programme sur le deuil qui va sortir dans pas très longtemps. J'ai déjà fait des interventions sur le deuil périnatal au moment où on faisait le désir d'enfant. Je vais reproposer en bonus de mon programme les interventions que j'avais fait faire par des experts. Parallèlement à ça, tu crées du contenu. Ouais. Ça marche bien sur les plateformes, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube aussi ou... Non, YouTube, j'ai toujours pas compris YouTube. Comment on fait pour mettre les shorts. Ok, donc tu t'es lancé en fait avec TikTok et les vidéos verticales, c'est ça? C'est ça. Enfin, avec Insta et les verticales. Avec Insta et tu reposes sur TikTok, ça marche. Qu'est-ce que tu as appris avec ça? Genre, quelles sont les vidéos qui ont vraiment bien marché pour toi? Est-ce que tu as trouvé des concepts, des trucs Non, je suis la mauvaise élève de ce truc-là. Mais en fait, j'ai vraiment fait le truc tout bête où je me mets face cam, on me pose une question, je réponds. Ouais, qui te pose une question? Soit l'assistante avec qui je travaillais avant, soit maintenant mon associé, quoi. Enfin, voilà, une personne qui est là. Et puis je réponds. C'est un peu comme un extrait d'interview, quoi. Oui, ça pourrait être. Enfin, c'est vraiment une question-réponse plutôt. Tu vois, c'est un petit peu quick question, quick réponse. Et c'est pas un concept. Et pour l'instant, c'est pas le truc qui marche le mieux. C'est-à-dire que ça stabilise l'audience, mais clairement, on peut faire mieux. Ok. T'as d'autres choses à partager sur la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, ce que tu fais? J'ai envie de dire un peu ce que je viens de dire là. Oui, il y a plein de trucs sur lesquels on peut faire mieux, mais en fait, fait, c'est mieux que parfait. Ouais. Donc, je vais à l'économie dans l'immense majorité des situations et je commence par faire. Aujourd'hui, nous, on filme par exemple avec nos téléphones portables. On a fini par trouver quel était le téléphone qui avait la meilleure capacité pour filmer. Mais tu vois, c'est vraiment, on commence par faire les choses. Une fois qu'elles sont faites, on se dit, OK, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qu'il faut vraiment améliorer ou pas? Et oui, en ce moment, ça pourrait, par exemple, les Reels qu'on poste, ils pourraient être clairement améliorés. Mais j'ai pas de concept, j'ai pas le temps, j'ai pas la bande passante. Tant pis, c'est pas grave. Tu vois. Tu te concentres sur là où tu es déjà forte, là où tu as des bons résultats. Ça. Parce qu'en soi, les sommets, moi, ça me paraît, tu vois, quand tu m'en parles, ça me paraît très compliqué. Et je me dis, j'aimerais bien faire ça un jour, mais en même temps, la galère et tout. Alors que bon, faire un short. Ouais, c'est ça. Non, mais après, il faut être passionné. Enfin, moi, si tu me demandais qu'est-ce que tu fais H24 et que ça irait, interviewer des experts sur ma thématique H24, je peux. Ouais. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est que moi, à chaque fois que je finis une interview, je suis en mode yes. Tu vois, je suis super heureuse. Ouais, c'est ça le truc. En fait, trouver le moyen d'intégrer ce qu'on aime faire dans un modèle rentable, dans un modèle économique, quoi. Et par exemple, sur les sommets, il y en a plein qui font des bonus avec... ils demandent aux experts de faire des bonus et tout. Et moi, ça me semblait pas avoir de sens parce que je me disais, mais ça sera consommé par très peu de personnes, aucun intérêt. Et du coup, je l'ai pas fait. Donc, il y a aussi ça, c'est de prendre des libertés
avec Oui, on n'est pas qui obligé je de suis. faire tout ce qu'on n'aime pas faire, quoi. Il y a plein de trucs dans le processus qu'on n'est pas obligé de faire non Puis plus, je me quoi. voyais pas demander à un chirurgien qui déjà prend 1 heure de son temps à 22 h le soir Ouais. pour répondre à une interview, parce que c'est clairement ça. Ouais. Oui, vous pourriez faire un atelier bonus pour les gens qui vont acheter. Tu vois, je me voyais pas faire ça, quoi. Donc je l'ai pas fait. Donc voilà. Et puis après, il y a les ambassadrices dont on n'a pas parlé aussi, Ah oui, vas-y. qui sont quand même un pan assez important pour nous, parce que c'est notre bras armé sur le terrain, en fait. Hein. Elles se forment avec nous, donc elles Donc se attends, payent. je résume Ouais. ce que tu m'as dit avant. Donc tu as plus de 100 femmes Oui. qui sont ambassadrices Kiffe ton cycle, Oui. et donc qui diffusent tes contenus et tes méthodes auprès de leur audience à elles. C'est ça, un peu Qui comme une font franchise. des ateliers sur leur territoire. Ok. Comment ça marche? Donc elles sont formées avec nous. Ouais. Donc jusque-là, elles venaient en présentiel se former avec nous pendant une semaine. Maintenant, on a créé l'académie. Donc elles ont 6 mois en ligne pour le niveau 1. Et si elles veulent passer le niveau 2, elles viennent une semaine à Cesson. Et donc elles se forment avec nous. Elles deviennent expertes du cycle, réellement. En gros, on a déversé notre cerveau dans l'académie, Ouais. hein, Sophie Laure et moi. Donc elle est naturopathe, spécialiste du cycle. Et moi, on a déversé notre cerveau dans l'académie. Et donc, elles ont tous nos savoirs dedans. Et donc, elles deviennent expertes et on les forme à faire des ateliers en présentiel sur le cycle menstruel. Et donc, elles font des ateliers sur leur territoire. Elles ont aussi la possibilité, on a créé un escape game avec des créatrices de jeux. Donc, c'est vraiment un métier de créer un escape game. On a mandaté une entreprise pour ça, qui nous a créé un escape game Kiffe ton cycle. Les ambassadrices animent les escape games, notamment dans les collèges. Donc voilà, auprès des jeunes, mais ça marche aussi auprès des adultes. C'est un escape game qui marche très bien sur tout public. Donc voilà, on leur donne des éléments comme ça sur ce qu'elles peuvent animer. Elles ont des ateliers, on a un référentiel d'ateliers. Et donc elles savent ce qu'elles peuvent animer et elles créent en fonction de ce qu'elles ont envie. Et en fonction du public aussi, puisqu'il y en a qui interviennent dans des entreprises, chez des particuliers. Il y en a qui louent des salles pour faire leurs ateliers. Voilà, il y en a qui font des ateliers pour les jeunes aussi. Tu vois, c'est très varié. Ouais. Mais à chaque fois, c'est des ateliers Kiffe ton cycle avec l'état d'esprit Kiffe ton cycle. C'est génial. C'est quoi le modèle économique derrière ça? Alors, le modèle économique, c'est qu'elles payent leur formation. Ouais. Et après, elles payent 50 € par semestre pour rester dans la liste. Donc là, Ok. l'idée, c'est qu'on n'ait pas une liste qui grossit et qui se désemplit pas. Tu vois, voilà. Et elles, de leur côté, elles ont le label Kiffe ton cycle. Exactement. Et elles ont un produit à vendre. Et voilà, et elles ont 100% des bénéfices de leurs ateliers qui sont pour elles. Donc c'est à elles de gérer. Nous, on les challenge un petit peu justement pour que ça soit rentable pour elles, pour qu'elles fassent les justes prix. Mais ça, c'est pareil, on propose des idées de prix, mais c'est à elles de le mettre en place parce qu'entre le prix d'une salle à Paris et le prix d'une salle au fin fond de la Creuse, tu vas pas avoir le même prix. Et donc forcément, pas le même résultat final. Tu vois. Ouais. Vous faites une sélection? Oui, elles doivent candidater pour pouvoir devenir ambassadrice, parce que oui, il y a quand même un petit état d'esprit qu'on a envie d'avoir. Et pour l'instant, elles sont juste toutes géniales. Et alors, ta thématique elle est quand même fascinante. Évidemment, c'est pas la thématique que je maîtrise le mieux, avec laquelle je suis plus à l'aise, comme tu t'en doutes. Mais c'est une thématique qui est fascinante parce qu'en soi, ça concerne quand même énormément de monde, quoi, quasiment la moitié de la population. Ah non. Ah non. Pourquoi? Ça concerne 100% de la population. Est-ce qu'un seul être humain sur Terre serait là s'il n'y avait pas de cycle menstruel? Oui, non, certes, tout le monde est concerné de près ou de loin. On est tous issus de ce mécanisme-là. Et puis certes. en plus, même si on le vit Mais pas moi, j'en directement, tirais moins de bénéfices. c'est vrai. Mais même si on le vit pas directement, on a peut-être des collaborateurs, collaboratrices, des conjointes, ou, tu vois, en fonction des personnes. Pour moi, ça, c'est un éclairage. Souvent, moi, je vois les hommes qui font « Ah ouais, je l'avais pas celle-là ». Je pense quand même beaucoup d'hommes doivent être mal à l'aise avec ça. Et même même s'ils s'intéressent au sujet, je me vois pas forcément aller voir une de mes copines et commencer à lui parler de son cycle ou lui donner des conseils là-dedans. J'aurais l'impression de pas être à ma place. Parce que tu nous as pas suivis. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais par contre, être bienveillant par rapport à ça, c'est quand même essentiel. Et donc, il y a une audience qui est potentiellement énorme. Il n'y a pas énormément de concurrence. Comment est-ce que tu vois l'avenir de ce que tu fais? C'est quoi ton grand objectif sur le long terme? Alors, j'aurais envie de dire le même objectif que Coluche, mais vu comment il s'est raté, on risque de faire pareil, c'est-à-dire qu'à un moment, on disparaisse parce qu'on n'ait plus de raison d'être, parce qu'en fait, le bien-être menstruel sera devenu la norme dans la société et que donc, quelque part, on se dissolve. Et comme tu l'as vu, de toute manière, des idées, j'en aurais d'autres, donc ça serait pas grave, ça serait même plutôt très joyeux. Mais on va dire que juste avant cet objectif-là, l'idée, c'est d'apporter des solutions concrètes à toutes les personnes qui vivent des difficultés.
Ouais. Et pour toutes les personnes qui n'en vivent pas, parce que j'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui ne vivront pas de difficultés, de leur permettre d'utiliser leur cycle menstruel comme un soutien et comme quelque chose de positif pour réaliser des projets. Moi, aujourd'hui, je fais réellement mes projets en étant soutenue par ce cycle. Concrètement, comment est-ce que tu peux utiliser ça pour tes projets? Par exemple, moi, quand je sens que je suis très fatiguée, alors il y a deux choses qu'il faut voir, c'est qu'il va y avoir les choses obligatoires. Par exemple, je fais une interview avec toi aujourd'hui, même si je suis fatiguée, je vais pas arriver en disant je suis désolée Antoine, vas-y, je te laisse faire ton interview, moi je dors, tu vois. Donc par exemple, quand je fais un TEDx, je vais pas arriver en disant excusez-moi, en fait je vais pas le faire, je suis fatiguée aujourd'hui, tu vois. Donc il y a les engagements, et ça, je répète à tout le monde, on est compétente pour tout à tout moment. Donc ça veut dire que tous les engagements, on va pouvoir les réaliser. La seule différence, c'est de comprendre comment je vais les faire. Et aujourd'hui, avant, moi je me disais il faut que je le fasse comme ça, et aujourd'hui je me dis non, en fait aujourd'hui, avec l'énergie que j'ai, du coup, je vais le faire de cette manière-là. Donc déjà, tu adaptes ce que tu vas faire à ton énergie. Exactement, à mon énergie. Puis la deuxième chose, c'est tout ce qu'il y a à côté, toutes les scories de la vie qu'on peut dégager un petit peu, qu'on peut mettre de côté, le ménage, les trucs comme ça, tu vois, qu'on peut mettre un peu de côté. Ça, c'est de se dire, je le fais quand j'ai l'énergie de le faire. Et quand j'ai pas l'énergie parce que je me sens fatiguée, je me mets en mode service minimum. C'est-à-dire, je réalise mes engagements, mais pour autant, je m'autorise complètement à me reposer, etc. Et donc, pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de m'épuiser parce qu'en fait, je me ressource. Et donc, c'est d'avoir compris qu'il y a quelque chose de bénéfique à se ressourcer. Il y a quelque chose de bénéfique aussi à sortir un petit peu de l'opérationnel, tu vois, pour prendre un peu de recul. Moi, beaucoup des bonnes décisions que j'ai prises, je les ai prises en fait pendant la période de mes règles sur ce canapé étendu en disant « Ah ouais », tu vois, un peu l'illumination, tu vois. Mais parce que j'acceptais de prendre du recul aussi. Ok. Et de la même façon, par contre, quand je sens que l'énergie remonte, c'est en mode bulldozer. Donc, ça veut dire vraiment, ne vous mettez pas sur mon chemin, en fait. Enfin, tu vois. Et même les potes qui veulent aller boire des verres et tout dans ces périodes-là, quand moi, je sens que je suis à fond dans le boulot, non. En fait, juste non. C'est de l'optimisation, en fait. Voilà. Et en fait, ça se fait, mais c'est de l'optimisation au jour le jour. J'anticipe pas. Parce que anticiper, c'est ne pas se rendre compte que en fait, notre corps est beaucoup plus puissant que 7 jours, tout ça. C'est qu'en fait, il va nous dire de quoi on a besoin à chaque moment. Et en fait, c'est chaque jour de s'autoriser à se dire, OK, dans quelle énergie je suis et qu'est-ce que je fais de cette énergie. Tu penses qu'aujourd'hui, on s'est trop éloigné de tout ça? Mais complètement. Enfin, et puis moi, j'en étais totalement éloignée quand je travaillais dans la banque. Je voulais tellement faire oublier que j'étais une femme que je m'étais totalement éloignée de ça. Et oui, on est terriblement éloigné de ça. Et en fait, avoir aussi de la compassion pour soi. Admettons que j'ai une journée hyper chargée qui soit prévue. Encore une fois, je vais la faire si c'est des engagements. Pour autant, je peux avoir de la compassion pour moi et me dire waouh, c'est chaud. Peut-être à quel moment tu pourras prendre un tout petit peu de recul ou tu vois. Et rien que le fait de me dire à moi-même waouh, aujourd'hui c'est quand même un peu chaud avec ce qui est en train de se passer et d'être sympa avec moi plutôt que de me dire va te mettre un coup de pied au cul parce que ma cocotte va falloir le faire. Tu vois l'énergie ou pas, c'est très différent. Ouais. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi de se rendre compte que par exemple dans la phase lutéale, donc à la période prémenstruelle où on nous considère comme un dragon, un monstre, tout ce qu'on veut et tout, et en fait dans cette phase-là, c'est de comprendre que ça va être le moment idéal pour pouvoir voir ce qui ne va pas dans l'entreprise, par exemple. Donc, c'est un moment d'audit où je vais pouvoir me dire, OK, non, ça va pas, ça va pas. Alors, je vais le faire un peu violemment, tu vois, dans ma tête. Mais n'empêche que je vais le noter parce qu'au moment où ça va s'apaiser, je vais reprendre ma liste et je vais faire, ouais, non, en vrai, ce produit-là qu'on a essayé de lancer, ça ne me va pas. Ouais. C'est pas moi. Chaque humeur peut être utilisée, en fait. C'est ça. C'est d'ailleurs pareil dans la création de contenu, c'est quelque chose que j'aime bien conseiller aux créateurs, c'est de ne pas aller contre leur humeur. Il y a des matins, on se réveille, on est juste de mauvaise humeur, on a envie de... on n'a pas envie de faire un email tout positif, tout souriant. Et ça peut être bien justement d'utiliser cette énergie pour faire un email un peu plus triste ou un peu plus sombre ou un peu plus empathique. Et puis peut-être le lendemain, faire un email un peu plus joyeux. Et en fait, faire des contenus qui suivent, utiliser notre humeur comme une énergie créative. Mais c'est tellement ça, quoi. Ça peut très bien marcher, ouais. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Moi, la dernière conf que j'ai enregistrée, donc toute seule, j'avais pas de date limite, mais je me disais, faut absolument que je l'enregistre le mardi, tu sais comment on se met des trucs parfois. Et le mardi, toute la journée, je traînais, je me disais, non, ça va pas et tout. Et en fait, j'ai dit, à un moment, j'ai lâché, je dis, non, laisse tomber, stop, ce sera pas aujourd'hui. Et le lendemain, je l'ai faite, aucune coupe, rien. Pour les formations, ça m'arrive tout le temps aussi. Voilà. Je me dis, je vais la faire mardi, puis le mardi, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Et puis, soit c'est le mardi soir, soit le mercredi. À un moment, je vais tout faire d'un coup parce que ça va se débloquer, quoi. Mais moi, elle est sortie toute seule, comme ça, même pas une coupe, rien. Mais si je l'avais faite le mardi, en mode en force, en fait, j'aurais fait de la merde. Avec 10 000 coupes, ça aurait rien rendu. Ouais, et puis, tout à fait. Et ça peut vraiment... C'est une grosse différence d'un jour à l'autre sur l'énergie créative. C'est incroyable.
Ok, bah c'était super intéressant. En tout cas, nous, on est content de t'avoir avec nous dans la Forge. On croit pas mal en ton projet. On pense que tu peux aller assez loin et que tu as vraiment les compétences. En tout cas, dans ce domaine-là, tu es complètement qualifié. Pour ceux qui s'intéressent à ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Nous, c'est assez facile. Du coup, c'est Kiffe ton cycle. Alors, il faut mettre un E à kiff, parce que c'est le verbe kiffer. Ouais. Kiffe ton cycle. Et on va retrouver en fait partout. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est Kiffe ton cycle. Votre préféré, vous allez nous retrouver. Et puis, sur le site internet, c'est Kiffe ton cycle aussi. Donc, tu vois. Et tu as tout un écosystème autour de Kiffe, c'est ça? Oui. Tu as des formations Les programmes, c'est effectivement Kiffe tes premières règles, Kiffe ton syndrome prémenstruel, Kiffe tes règles sans douleur. Voilà. Pas mal. Bon sens du branding, on aime ça. C'est ça. Bon, merci beaucoup Gaëlle. Merci Antoine. Je te souhaite de réussir, de continuer à kiffer en tout cas. Et pas seulement ton cycle, aussi ton business, ta communauté, tout ça. Et voilà, merci d'avoir répondu. Merci. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my